dans le royaume inexploré de l'esprit, où les pensées dansent dans l'ombre et les émotions brillent comme des étoiles filantes, nous nous plongeons dans les profondeurs de la sagesse cachée. Viens avec moi, dans un voyage mystérieux et fascinant à travers les pages de Nos forces mentales, de Prentice Mulford, un ancien manuscrit qui se déploie comme une carte magique vers le potentiel caché de l'esprit humain. Les mots de Mulford, tissés de fils d'énigmes et de pouvoirs, nous guident à travers des passages secrets où la réalité s'entrelace avec la fantaisie. Dans ce coin mystique de la conscience, nous découvrirons que nos forces mentales sont comme des graines magiques, capables d'éclore dans des jardins de possibilités illimitées. Quelles merveilles attendent dans les coins les plus sombres de nos pensées? Quels secrets cosmiques se révéleront lorsque nous explorerons les profondeurs de notre propre esprit? Prépare-toi à plonger dans un océan de réflexions transcendantes et de découvertes inattendues. Laisse le murmure des mots de Mulford être la clé qui ouvre les portes de ta perception, déverrouillant l'immensité de tes propres forces mentales. Dans ce voyage, la réalité fusionne avec la fantaisie, et l'inconnu devient un allié dans notre voyage vers la compréhension et la transformation. Bienvenue dans un monde où l'esprit est le plus grand trésor et l'imagination est la boussole qui nous guidera vers des horizons inexplorés. Chaque pensée est une brique avec laquelle nous construisons notre destin, pour le bien ou pour le mal. Les pensées façonnent notre visage et lui confèrent son expression personnelle. Nos pensées déterminent le comportement, la présence et la forme de tout notre corps. Les lois de la beauté parfaite et de la santé parfaite sont identiques. Toutes deux dépendent entièrement de l'état d'esprit ou, en d'autres termes, de la cohérence des pensées principales que nous transmettons aux autres et que les autres nous transmettent. Aujourd'hui, le pouvoir énorme des pensées n'est pas seulement gaspillé, mais est quelque chose de pire en raison de l'ignorance et des habitudes enracinées au fil des années. Nous dissipons nos énergies dans la mauvaise direction, accumulons constamment la cupidité, l'envie, la moquerie et d'autres vices, pour ensuite les décharger en passant par de mauvais transformateurs vers d'autres personnes, les endommageant peut-être, mais en nous faisant toujours du tort. Les pensées des autres peuvent pénétrer en nous de la même manière que les gaz nocifs peuvent pénétrer dans nos maisons. Répétez constamment ces mots « Je ne veux pas être asservi par personne » et vous trouverez le moyen de vous libérer de l'esclavage, de la dépendance et de la mendicité. Selon la substance à partir de laquelle sont faits nos rêves, nous doterons notre destin d'or ou d'explosif. Plus profonds sont les rêves, plus parfaite est l'introspection et l'abstraction. Meilleure est la capacité de notre force mentale à agir dans un rayon de plusieurs milliers de kilomètres. Tout ce que nous appelons force cachée, comme la télépathie, se génère de cette manière. N'importe quelle forme de pensée peut se matérialiser instantanément si elle est exécutée avec une intensité suffisante. Toutes les personnes possèdent potentiellement ces forces. Chaque jour, nous stylisons une phase de notre être, nous nous glissons dans la peau d'un autre personnage imaginaire. Le rôle principal que nous jouons le plus souvent donnera à notre corps le masque de ce rôle, son aspect dominant. Celui qui passe la majeure partie de sa vie à se plaindre par habitude, à célébrer de mauvaise humeur et à geindre pollue son sang, ruine les traits et la compréhension de son visage. En fait, dans le laboratoire invisible de son esprit, un agent malveillant est en train d'être créé. La pensée, une fois transformée en action, c'est-à-dire une fois pensée, générera une loi inévitable qui attirera vers elle les mêmes pensées qui l'entourent. Céder à un état d'esprit irrité et impuissant signifie ouvrir les portes aux pensées de tous les irrités et impuissants de la ville, c'est-à-dire charger notre grand aimant, l'esprit, de courants nocifs et destructeurs, et relier notre batterie mentale à tous les courants du même genre. Celui qui pense à voler et à tuer entre en contact spirituel avec tous les voleurs et les meurtriers du monde entier. À la fin, nous devenons ce à quoi nous sommes habitués à nous voir, et nous ne devons pas permettre aux autres de nous façonner selon leurs pensées, c'est-à-dire de la manière qui leur convient le mieux. D'où l'idéal du gentil garçon ou de l'épouse exemplaire. On saura ce qui est vraiment féminin seulement lorsque les femmes commenceront à agir par elles-mêmes. Quand cela arrivera, le monde sera soudainement psychiquement 2 fois plus riche que dans la situation actuelle où l'homme, poursuivant exclusivement son idéal de masculinité,
à imposer un idéal forcé de féminité. Les personnes qui sont toujours prudentes, qui prévoient ou pèsent tout, tombent toujours dans le piège, car compter constamment sur les difficultés revient à les créer. Une habitude si enracinée qu'elle semble impossible à extirper. Tout sur quoi vous pensez attirera la même chose depuis l'invisible. En méditant intérieurement sur n'importe quel type de crime, vous attirerez vers vous les réalités criminelles provenant du côté sombre de la vie. Ces forces cachées et invisibles sont celles qui créent les conditions matérielles du crime, ouvrant la voie à ce côté de l'existence. Si, dans votre quotidien préféré, chaque matin, vous lisez sagement des nouvelles sur des meurtres, des vols, des scandales et des tragédies, ce qui se passe sur Terre, dans la mer et dans l'air, attire quelque chose d'invisible du même genre. Vous vous accordez avec les événements spirituels de niveau inférieur qui passent à travers vous et agissent sur vous de manière à vous rendre plus exposé à eux, même physiquement, augmentant ainsi les chances d'être touché par quelque chose qui provient de cette région de collision, surtout si, pendant des années, vous le faites tout en prenant votre petit déjeuner, c'est-à-dire dans un état de passivité absorbée. Peut-être, au fond, n'est-ce pas aussi démodé que le pense le barbare si perspicace de race blanche, que les peuples ésotériques et enfantins de l'Orient préfèrent saluer le matin avec un hymne au soleil ou avec le mantra Om Mani Padme Hum, plutôt que de lire le journal avec ses obscénités. Tout est une réalité qui coule dans l'invisible, et celui qui se plonge dans ces courants, les plus bas, effrayants et mesquins, même en tant qu'auditeur intéressé qui se contente d'écouter avec un peu d'excitation morbide, et croit à tort être loin du champ de bataille, finit par être emporté par eux. Mais le circuit est déjà fermé, laissant passer le courant qui transporte le mal et le crime. Celui qui prend plaisir à lire des nouvelles sur les vols à main armée et les actes illégaux, court un plus grand risque d'attirer davantage de ces mêmes choses vers lui et vers sa maison. Cette personne et le voleur finissent par être attirés l'un par l'autre, car tous deux nagent dans le même fleuve de pensée, inconscients du pouvoir qui les unit. Mais aucun pouvoir n'est aussi irrésistible que celui dont nous ne sommes pas conscients, car nous ne pouvons pas nous y opposer. Quiconque pendant 10 secondes imagine quelque chose d'abominable et de terrible, quelque chose qui désespérera une autre personne corps et âme, a déjà mis en marche une force qui le touchera en partie. Quiconque pendant 10 secondes imagine quelque chose d'agréable et d'amoureux, quelque chose qui apporterait de la joie à une autre personne, sans piqûre ni ombre, met en marche une force qui le touchera également en partie. Plus longtemps les sens sont orientés vers un objet, pour le bien ou pour le mal, plus sa réalité invisible se renforce. À la fin, il sera toujours contraint, nourri d'une nouvelle substance de pensée, de mûrir en tant qu'agent de joie ou d'agent de douleur dans le monde visible, qui n'est rien d'autre que le niveau le plus dense du monde invisible. Orienter l'esprit vers un objectif de bon gré et sans hésitation, créer une atmosphère désirable et joyeuse pendant un temps indéfini, n'est pas très à la mode en ce moment, où les gens pensent principalement à la qualité de la bière ou à l'organisation d'une sortie. Les femmes sont toujours occupées avec le nouveau magazine de mode, la couturière, la partie de bridge ou le voyage qu'elles feront en été, toujours plongées dans une photo qu'elles observent vaguement, presque de manière érotique, jamais avec la force suffisante pour affronter la vie, se contentant de la divertir avec d'innombrables matins et après-midi, alors qu'elles pourraient et devraient lentement leur tordre le cou, une par une. L'état d'esprit dans lequel nous nous trouvons est souvent une force capable d'orchestrer les événements en notre faveur ou contre nous. Par exemple, il y a des êtres qui naissent avec une âme, mais sans élan, sans but ni direction, incapables de prendre soin d'eux-mêmes ou de préserver ce qu'ils ont hérité. Ce sont des exemples académiques d'une manière de penser qui engendre des échecs. D'autres, cependant, nés dans la pauvreté, sont capables d'accumuler la prospérité dès le début, en dirigeant chaque pensée et volonté vers un objectif et en réussissant, si faire de l'argent en soi peut être considéré comme une réussite. La promotion de toute entreprise commence par l'imagination. Ceux qui partent d'une position modeste et deviennent propriétaires de 12 compagnies de chemin de fer sont toujours spirituellement en avance par rapport à leur position actuelle.
Dès qu'ils atteignent une position, ils en désirent déjà une autre. Celui qui endure des années de vie en tant que balayeur ne s'est évidemment jamais vu dans une autre situation, c'est-à-dire qu'il n'a jamais psychiquement franchi la frontière du métier de balayeur. Il peut envier les autres qui sont dans une meilleure position, souhaitant avoir beaucoup de choses qu'il possède, mais il n'a jamais dit à son propre âme « Je veux me libérer de ce travail et j'y parviendrai. Je m'élèverai à quelque chose de plus pur et de plus élevé que la collecte de chiffons. » Cependant, l'envie seule n'aide pas à progresser, et cet homme restera balayeur toute sa vie. Celui qui se contente de voir les choses les plus raffinées de ce monde comme inaccessibles, celui qui s'assoit sur la première marche de l'échelle en se plaignant de tous ceux qui sont au-dessus de lui, restera probablement toujours à ce niveau. Tout état d'esprit dans lequel nous restons inertes pendant un certain temps nous conduit vers des choses dans la vie qui favorisent cet état d'esprit. Celui qui décide de lancer une activité ou une entreprise ou de développer une invention crée quelque chose à partir d'éléments invisibles qui sont aussi réels que n'importe quelle machine en fer ou en bois. À son tour, cette entreprise ou ce plan attireront plus de forces favorables à leur réalisation, des forces qui se matérialiseront dans le monde visible. Mais celui qui craint le malheur, celui qui vit dans la peur de rencontrer à tout moment quelque chose de mauvais ou un accident, construit un monde de pensée, attirant une force silencieuse qui, selon la loi de l'attraction, rassemble autour de lui des éléments nocifs et destructeurs. Le succès autant que l'échec ont leur origine dans la même loi, qui peut favoriser à la fois celui qui tente de sauver quelqu'un qui se noie et celui qui poignarde cette même personne. Chaque fois que nous pensons, nous créons quelque chose à partir d'éléments invisibles qui contiennent des forces qui peuvent nous bénéficier ou nous nuire, selon les pensées que nous avons transmises précédemment. La pierre angulaire de tout effort de succès, dans cette existence et dans toute autre, est de ne jamais penser que quelque chose est impossible, de ne pas rejeter d'emblée une idée, aussi folle ou absurde soit-elle. Attendez que vos instincts se rassemblent, car ils ne sont pas toujours présents quand vous en avez besoin. Seulement alors cette rosée légère de l'aube pourrait apparaître, dont ne participent que ceux qui sont assis dans le vestibule de ce qui va venir. Mais ce plus grand et plus pur des miracles, même s'il était visible pour tous, ne durerait qu'un clin d'œil, car il passerait immédiatement et sans entrave dans le cerveau de l'humanité. Plus une pensée est folle et fantastique, plus de temps devrait être accordé pour agir. Crier « impossible » simplement parce que quelque chose nous semble impossible signifie engendrer la mauvaise habitude de mépriser les choses d'emblée. La conscience agit comme une prison pleine de portes qui n'ouvre pas sur l'infini, et à l'intérieur, comme à l'extérieur de cette prison, il ne reste qu'un être humain insignifiant et solitaire. Le pouvoir de l'état d'esprit, indépendamment de ce qui nous arrive, a toujours son origine dans un état d'esprit longuement pratiqué. Celui qui héberge silencieusement et sans hésitation dans son cœur un vif désir de succès, sans vaciller, boit de la rivière invisible autant de forces auxiliaires pour son schéma spirituel que l'embryon boit le sang de la mère selon le plan établi, absorbant infailliblement tous les éléments dont il aura besoin à chaque étape de son développement. Pour le béni, tout l'univers est comme un placenta nourrissant ses actions. Par forces auxiliaires, nous entendons surtout la fécondité spirituelle toujours croissante, la découverte de nouveaux chemins et moyens. Ainsi, nous utilisons la forme C. Les choses se font d'elles-mêmes. La langue le sait depuis longtemps et grammaticalement. Nous utilisons tous ce grand mot créatif parfaitement, mais malheureusement, nous n'arrivons pas à le mettre en pratique. Fondamentalement, cependant, les forces auxiliaires signifient que nous rencontrerons toujours les bonnes personnes pour faire avancer nos plans. Ne gaspillez jamais votre énergie à chercher avec vos sens corporels ces forces auxiliaires et leurs assistants. Laissez votre inconscient s'en occuper. Vous n'avez qu'à fournir l'environnement approprié, comme une femme enceinte. Laissez l'embryon grandir de la manière la plus naturelle possible, selon ses lois secrètes héritées. Finalement, cela rendra possible que le nouvel être voie le jour. La mère n'a rien d'autre à faire que d'espérer. De même, l'esprit agit pendant la gestation d'un plan. Il pense sans cesse « je suis déterminé en avant ».
ne faisant que penser, non seulement avec le cerveau et le cœur, mais avec chaque mouvement, chaque cellule. Cela finira par générer une force qui portera toute idée dans la réalité, avec la même certitude avec laquelle une grue soulève sa charge. Les forces qui naissent avec l'esprit dans l'invisible continuent d'agir, même lorsque le corps est inconscient. À son bien-aimé, Dieu donnera en rêve, et ils se réveilleront, entrevoyant tous les chemins ouverts et une série de nouveaux plans et méthodes convergentes vers le but aimé. Ce sont précisément ces nouveaux plans qui mettront le corps en mouvement, car on ne peut pas rester immobile, et vous verrez à l'avance comment tout se réalise. Le moment est venu d'agir avec la bonne rapidité et la certitude, mais il peut aussi arriver qu'avant d'atteindre cette maturité pour agir, on soit déjà si épuisé à chercher des opportunités appropriées qu'il manque la fraîcheur nécessaire pour assimiler l'idée libératrice lorsqu'elle se présente réellement. Chaque succès en affaires repose sur un flux continu de nouveaux plans, de pensées, de combinaisons et d'idées. Toutes ces pensées et paroles sur la misère, les calamités et les crimes sapent la capacité d'attirer des choses positives. C'est une manière de voler de l'argent de son portefeuille et de la santé de son corps. Lorsque nous nous entourons de choses grandes et saines, le bien-être peut croître presque indéfiniment, même si ce n'est pas dans la réalité, du moins dans l'imagination, vers un monde rempli d'animaux, de forêts et de mers jeunes et libres. Celui qui n'a pas la chance d'avoir des chiens, des cerfs et des oiseaux comme amis vivants devrait au moins rêver d'eux. Celui qui se sent opprimé et faible et ne peut pas quitter la ville doit lancer son esprit dans des tempêtes et des marées, ou visiter un cirque et apprécier personnellement ce que les beaux chevaux, les acrobates agiles et les clowns sont capables de faire, et observer comment, dans cette atmosphère de diversité psychique, les soucis du public disparaissent inconsciemment de leur visage. Ce que nous appelons la force motrice de l'état d'esprit n'est pas le désir d'objets matériels, car le désir est toujours accompagné d'impatience et de souffrance, et l'impatience emporte ce que l'on désire, ou du moins en retarde l'arrivée. Lorsque vous pensez « maintenant et ici, je le veux », vous en avez assez de cette attente éternelle maintenant ou jamais. Vous allez dans la mauvaise direction, vous gaspillez vos forces dans des disputes et des discussions parce que ce que vous désirez ne vous est pas parvenu, et vous ne concentrez pas vos forces sur le désir lui-même, où il doit agir, mais dans l'absence de ce que vous désirez, renforçant ainsi son absence. Ne vous laissez jamais emporter trop loin par le désir, ne laissez pas un désir vous briser le cœur. Ce serait comme si quelqu'un en colère détruisait sa propre voiture parce qu'elle est restée coincée dans la boue. Il vaut mieux utiliser la force pour sortir la voiture de la boue. Cependant, celui qui a réussi à éviter la destruction du berceau de son désir doit faire attention à ne pas commettre une autre erreur, aussi compréhensible qu'elle puisse sembler. Se voir superficiellement dans la situation désirée, comme s'il avait déjà atteint l'objectif souhaité, comme s'il était une image même idéalisée de lui-même. Imaginons quelqu'un qui souhaite posséder une maison très belle et spéciale pour y vivre avec un être cher. Cela ne l'aidera pas d'imaginer sa vie dans cette maison comme s'il regardait un film. Il ne doit pas la voir de l'extérieur, comme s'il se regardait dans un miroir. Il doit être à l'intérieur du moi souhaité, sinon il ne sera que son spectateur exprimé en paroles. La véritable force intérieure de l'esprit serait quelque chose comme « Mon moi pur et joyeux est complété même avec toutes ces choses. J'ai besoin d'avoir une maison de ce type autour de moi, une personne chère, et je l'obtiendrai. Pourvu qu'il y ait une volonté plus sage que la mienne qui a décidé que tout cela sera pour mon bien. » Ce doit être un état complètement positif, à la fois doux, ensoleillé et déterminé, jamais accompagné de doute, d'irritation ou d'impatience. Pour maintenir cet état d'esprit correct, il n'est ni nécessaire ni conseillé d'avoir toujours à l'esprit ce que vous désirez. La seule chose capable d'attirer le succès, la beauté et la joie est notre état d'esprit habituel. Pas le fait de penser continuellement à ce que nous désirons. Si vous pouvez ancrer cet état d'esprit dans votre cœur et vous dire intérieurement et calmement « Je voyagerai, je verrai les plus beaux pays tropicaux », alors vous pourrez tranquillement oublier ce désir pendant un moment, vous divertir avec d'autres choses et préparer vos désirs dans d'autres domaines, sans retarder du tout la force qui vous conduira à réaliser ce voyage.
Chaque fois que ce désir de connaître des pays exotiques vous revient, vous n'avez qu'à le réintégrer dans l'esprit de votre volonté inébranlable de l'obtenir. Rien n'a plus d'influence sur le succès ou l'échec de n'importe quel désir que notre état d'esprit dominant, plus que le travail, l'intelligence, la perspicacité ou l'application. Chaque esprit est une somme de substances psychiques recueillies dans l'abîme infini du temps, construites à partir des expériences et des souvenirs de d'innombrables corps. Cette substance psychique agit comme un aimant. Elle a la capacité d'attirer et de renvoyer les pensées. Et comme un aimant, elle renforce sa force à travers le travail, tout comme n'importe quel morceau de fer peut être magnétisé par le contact. Toute personne, même dépourvue de talent, peut attirer des forces spirituelles vers elle et devenir ainsi spirituellement créative. Les courants auxquels la personne s'ouvre détermineront la qualité de sa charge spirituelle. Si la personne émane de la décision, de l'espoir, de la joie, de la force, de la droiture, de la patience, de l'ordre et de la précision, elle attirera au fil du temps plus de ces éléments de pensée présents dans l'environnement. Les éléments qui font déjà partie du champ de succès de cette personne créent un tourbillon magnétique qui amènera des forces du même signe de plus en plus rapidement vers le centre, car les mêmes éléments sont maintenant dans l'espace et attirent d'autres éléments similaires, venant des corps que nous rencontrerons à l'avenir, dont le rôle est de nous soutenir ou de nous détruire. Ce sont ces éléments avec lesquels nos fluides se sont déjà mélangés bien avant d'entrer dans le corps. Quel est le sens de la vie? Personne ne peut évaluer le sens de sa propre vie, qui est déterminé par un destin universel supérieur, une loi qui nous domine et nous guide. Où nous conduit-elle? Vers une capacité de plus en plus grande et illimitée d'être heureux. Chaque jour et chaque heure, nous progressons vers le bonheur, avec des organes de plus en plus sensibles, sages et clairs. Quelles que puissent sembler les apparences, les douleurs que nous subissons proviennent de la croissance même de l'esprit, qui chaque jour nous pousse plus fort contre les causes de notre misère, de sorte que nous percevons immédiatement et acceptons cette douleur comme une preuve que nous suivons le mauvais chemin et que nous devons en sortir à tout prix. Pour celui qui le prend au sérieux, pour celui qui cherche au plus profond de son être la bonne voie, quelque chose apparaîtra toujours pour le guider, car l'une des lois les plus subtiles et profondes dit qu'aucune supplication authentique ne peut rester sans réponse. Chaque désir et chaque prière intense et authentique doit porter les fruits souhaités. Les personnes qui semblent poursuivies par des erreurs peuvent être les plus gentilles et les meilleures, mais ce sont des personnes qui parlent à leur propre être avec sévérité. Elles ne réalisent pas où le destin veut les conduire, comme un cheval qui tremble sous le fouet, incapable de franchir un obstacle. Là où il y a de la souffrance, il y a de l'erreur. Là où il y a de la douleur, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. La douleur est la boussole qui nous guide vers les îles des bienheureux. Dans le petit cercle des sages, il y en a certains qui vivent en telle harmonie avec l'infini que la ligne de leur destinée respective ne reconnaît plus la souffrance des chemins tortueux. Cependant, ces quelques sages conservent consciemment un léger défaut, un point faible dans leur psyché, pour avoir une boussole terrestre capable de mesurer les plus petites déviations de la vérité, dont l'aiguille réagit à la moindre erreur avec le corps. Chaque désir pensé ou exprimé nous rapproche de ce qui est désiré avec une intensité directement proportionnelle à l'intensité du désir et au nombre de personnes qui le partagent. Ces personnes dirigent les fonctions spirituelles dans certaines orbites, mettant en mouvement chacune des forces silencieuses de la volonté, qui les aideront à donner forme à ce qui est désiré. Le secret de la magie réside dans la capacité de l'être humain à utiliser à son avantage les ondes mentales les plus subtiles et intenses. Le bonheur et la santé sont tissés dans les fibres de l'être. Nous devons voir notre image libérée de tout mal, semaine après semaine, mois après mois, année après année, jusqu'à ce que ce rêve devienne une idée fixe, une seconde nature, de manière à continuer à agir dans le subconscient. N'attendez jamais les maladies ou la douleur pour demain. Quelle que soit la maladie ou la douleur qui peuvent exister aujourd'hui, demain n'attend que la santé et la force. En d'autres termes, la santé, la beauté et la force doivent devenir votre rêve quotidien, car un rêve exprime l'état mental correct beaucoup plus clairement que l'espoir. La maladie de la tyrannie inconsciente.
La foi est la graine de tous les miracles, mais dans cette graine peuvent germer le mal comme le bien. De la semence du mal peut pousser un arbre sur lequel feront leur nid tous les oiseaux bruyants de mauvais augure. Notre imagination sombre et obscure a foi en la malchance. Quand l'un de nos organes nous cause un léger inconfort, après 1 ou 2 jours, nous commençons déjà à attendre cet inconfort, et nous commençons à imaginer que l'organe est malade. Ensuite, nous ressentons que cet inconfort a un nom pompeux et sonne dangereux. Tout cela intensifie la croyance dans le malheur. Ensuite, l'influence d'autres cerveaux entre en jeu. Amis et proches s'inquiètent et effraient, nous rappelant notre état. Avec tout cela, nous tombons dans un cercle vicieux qui nous affaiblit encore plus. Personne ne nous transmet son propre sentiment de force et de bien-être. L'imagination d'être malade nous parvient de toutes parts. Les forces spirituelles de tout ce qui nous entoure agissent dans la mauvaise direction. Quand un ami prend congé en disant « guéris vite », il le fait avec un ton compatissant et préoccupé qui semble présager le pire. Maintenant, nous recevons la substance de ce que nous avons semé. Les proches inquiets pour nous ne font que promouvoir notre ruine. Les personnes avec lesquelles nous avons seulement des liens professionnels ou commerciaux ont peu d'importance, mais nous devons faire attention à partager nos moments les plus intimes avec quiconque, homme ou femme, qui n'est pas à notre niveau. Cette personne inférieure déviera notre ligne d'action ou du moins influencera celle-ci. Par conséquent, beaucoup dépendra de la personne avec laquelle nous partageons notre intimité. Ces personnes ont des éléments, infirmières et babysitters, et qui apprennent à leur famille à être utilisées comme des bêtes de somme pour toutes les calamités domestiques, réelles ou imaginaires. Justement pour les raisons mentionnées ci-dessus, de nombreuses mères sont méprisées par leurs enfants adultes ou simplement écartées. Les mères qui s'humilient tellement parce qu'elles croient à tort rendre service à leurs enfants finissent souvent par payer amèrement cette erreur. Celui qui se laisse constamment guider par les autres, qui abandonne ses inclinations et ses objectifs, qui vit pour satisfaire les désirs des autres, perd progressivement le droit de prendre des décisions pour lui-même. Il accumule autour de lui tellement de pensées étrangères qu'il finit par en faire partie. Il devient un instrument qui obéit silencieusement à la volonté muette de ceux qui l'entourent. Une telle personne devient un fossile, un serviteur impuissant qui perd peu à peu la capacité physique et spirituelle d'entreprendre quoi que ce soit. Un grand-père, un vieil inutile assis devant le poêle, toléré plus par pitié que par désir, dans de nombreux cas. Cela est dû aux pensées que les enfants adultes ont envers leurs parents, trop sacrifiés. C'est le pouvoir silencieux des esprits qui agissent dans un environnement clos sur les pères et les mères et finissent par les enfoncer. Une grande partie du déclin et de la faiblesse attribuée à la vieillesse trouve son origine dans l'influence négative d'un groupe d'esprits qui cherchent constamment à se dominer mutuellement, consciemment ou inconsciemment, peu importe. Un homme peut diriger son entreprise avec enthousiasme et joie, mais ses fils adultes interfèrent de plus en plus dans l'entreprise. Une force jeune silencieuse se ligue contre les anciens, créant une force à laquelle un individu seul peut difficilement s'opposer. Il s'agit d'une pression intense, continue et permanente dans une direction spécifique. Ces effets sont encore plus efficaces lorsque le père ne se rend pas compte de la pression exercée sur lui, lorsqu'il n'est pas conscient de l'existence de ce type de force cachée. Le seul signe qu'il remarque est qu'il commence à se sentir fatigué, que l'énergie vieille cède et que l'homme attribue cela à la vieillesse qui le frappe. Passer 10 minutes à discuter avec son destin ou à envier le bonheur des autres génère en nous une somme de forces destinées à miner notre propre chance. Chaque pensée d'envie ou de haine nous revient comme un boomerang. Les sentiments désagréables envers les personnes qui nagent dans la richesse sont une perte de temps qui non seulement nous apporte de la malchance, mais détruit à l'avance le bonheur qui pourrait tomber entre nos mains. La plupart des malades préparent leur lit de malade spirituellement, en travaillant dur et péniblement pendant des années pour l'obtenir. Celui qui attend le malheur le demande à grands cris, et sans aucun doute l'obtiendra. Il faut couper à la racine les mauvaises habitudes accumulées au cours de la vie. La faiblesse générée par une faible estime de soi fait que quelqu'un avec une faible estime de soi n'est pas aussi apprécié par les autres qu'une personne qui se respecte. Sans estime de soi,
Personne ne sera disposé à t'aider à améliorer ta position. Il n'y aura pas de flot de pensée qui t'entourera. Beaucoup de gens qui s'auto-analysent en arrivent à la conclusion qu'il y a des positions dans la vie qu'ils n'accepteraient jamais. Sur 10 femmes, 9 d'entre elles ne s'imaginent jamais comme gestionnaires de la chaîne hôtelière pour laquelle elles sont maintenant modestes collaboratrices. Cependant, parfois, une personne dans une situation similaire de malaise est capable d'accéder à une position beaucoup plus élevée parce qu'elle a osé le penser. C'était la force motrice invisible qui l'a poussée à l'obtenir. Si nous sommes persévérants, le destin nous mènera toujours là où nous voulons être spirituellement. Et même si nous n'atteignons pas directement le but, au moins nous nous en rapprocherons, atteignant une position meilleure que de rester à terre sans objectif ni ambition. Celui qui pense que quelque chose qu'il offre aux autres a peu de valeur extériorise une force qui fait penser aux autres qu'en effet, c'est quelque chose de méprisable. Si tu veux vendre des diamants dans la rue et que ton apparence et ton comportement font douter les autres de l'authenticité de tes diamants, 99% des acheteurs potentiels penseront, à cause de la suggestion de tes pensées, que tu essayes de leur vendre des morceaux de verre poli. Et l'unique acheteur qui a reconnu que les diamants sont authentiques essayera de te tromper, renforçant ainsi ses propres doutes. Ne fléchis pas, ne te sens jamais humilié en présence de quiconque, sinon tu verseras dans ton état d'esprit un torrent de dépendance asservissante et ouvriras la porte qui laissera passer le même torrent devant n'importe quel événement indigne. Tu dois admirer et honorer le talent des autres, mais toujours d'égal à égal, avec le pur et profond désir que le même talent s'éveille et naisse en toi. Apprends à tes enfants à ne jamais penser qu'ils ne valent rien. S'ils s'habituent à ne pas avoir d'estime de soi, les autres s'habitueront également à les voir comme des êtres inférieurs, d'abord, comme des enfants et plus tard comme des adultes. Il n'y a rien de plus préjudiciable pour l'individu que de se rabaisser lui-même, et beaucoup d'enfants commencent leur vie affaiblie par le poids de la critique perpétuelle. Apprends à tes enfants à rêver, à croire et à s'attendre au succès, car l'espoir répété de succès crée les bonnes motivations, les moyens appropriés et le bon chemin pour y parvenir. Car supporter l'injustice est encore plus blâmable que la commettre. Aujourd'hui, nous continuons tous à croire à de nombreux mensonges. L'erreur ne se manifeste pas, donc nous continuons à vivre selon nos erreurs subconscientes, et les souffrances découlent de ces erreurs subconscientes. Lorsque nous découvrons des erreurs cachées en nous, au lieu de les déprimer, nous devrions nous en réjouir, tout comme le marin se réjouit lorsqu'il trouve la voie d'eau qui aurait pu faire couler son navire. Une fois que nos erreurs sont reconnues, elles sont soumises à l'aveu personnel, si nous y parvenons. Et si en plus nous parvenons à vaincre notre stupidité orgueilleuse, responsable de notre manque de volonté à chercher une issue, nous aurons fait un grand pas sur la route du bonheur éternel. Ruminer constamment nos propres erreurs est dommageable pour la psyché et nuisible à notre santé. La véritable nourriture de l'esprit est constituée de pensées qui se renouvellent sans cesse, de nos interprétations toujours changeantes et toujours croissantes de tout ce qui se passe en nous et autour de nous. Apprendre à regarder les choses avec des yeux neufs chaque jour, survoler quotidiennement les plans, les opinions et les objectifs que nous avions fixés pour la journée qui se termine. C'est l'état d'esprit grâce auquel l'esprit devient capable de recevoir le pain quotidien qui renouvelle notre corps, notre peur avec un sens favorable à toute l'humanité. Ne cesse jamais d'avoir peur de la douleur, de la mort, de perdre de l'argent ou de l'amour et de toute autre chose. Chaque individu a sa peur préférée, une maladie qu'il n'a jamais eue mais qu'il attend toujours, ou toute autre chose dont la perte l'affecterait particulièrement. La moindre petite chose ou parole fortuite suffit à faire surgir sa peur préférée dans sa conscience, qui après tant d'années d'entraînement est exposée à la tempête dévastatrice. Ce courant vibre vertueusement en accord avec notre nature qui fait résonner nos faiblesses préférées. Alors le corps souffre également. Il y a d'innombrables symptômes différents. Faiblesse, perte d'appétit, fatigue des membres, incapacité à se concentrer sur nos activités professionnelles fondamentales, etc. Courant des esprits entreprenants et des forces victorieuses. Les individus qui vivent dans ces courants ne se croisent jamais. Celui qui veut s'approcher des gagnants de la vie doit changer la direction de sa spiritualité,
Seulement alors il pourra continuer son chemin. Les gens qui se rassemblent pour déverser malédiction et envie sur les autres, tout ce qui est nuisible leur retombera dessus, avec une force 10 fois supérieure, car ils attireront les mêmes pensées qu'ils exaltent intérieurement. Les pensées qui se réalisent le plus fréquemment sont aussi celles qui se matérialisent le plus intensément dans l'organisme. Nous absorbons les erreurs et les imperfections des autres parce que nous sommes psychiquement préoccupés par elles. Dans le scandale et l'appréciation des imperfections des autres, il y a quelque chose d'encens et d'extase, quelque chose de semblable au champagne. Mais finalement, ce genre de divertissement a un prix élevé, la sympathie et la force. Il y a une écoute active qui agit comme un tonique et la bienveillance d'une seule personne sans trace d'envie et de dérision est un courant irrésistible, dont la valeur ne peut être calculée en dollars et en cents. De même, désirer le mal pour un autre est un élément qui fait de la personne qui perçoit silencieusement ce désir contre elle-même, un mur invisible fort qui le renvoie en arrière, sans même un mot ou un regard, seulement un courant continu de gentillesse de sa part pourra détourner cet effet sans conséquence. C'est pourquoi il est si dangereux de se créer des ennemis. Aussi juste ou logique que puisse paraître la raison, chaque réunion tumultueuse, chaque querelle familiale, chaque apparition parmi les gens inonde l'invisible de substances destructives, et même la plus petite banalité réussit à t'irriter sans que tu ne le saches, tu finiras là où agit cette substance destructive, faisant en sorte que n'importe quelle petite explosion de ta mauvaise humeur réveille tout le troupeau dont il te sera plus difficile de sortir que de te réveiller. La seule aide possible est d'arrêter d'y penser, c'est-à-dire de changer immédiatement de direction spirituellement, te permettant au maximum un regard satisfait de haut vers le tas de négativité qui était sur le point de s'abattre sur toi et qui est maintenant resté dehors trempé par la pluie grâce à ta petite concession privée. Il y a des courants spirituels empoisonnés, tout comme il y a des vapeurs métalliques empoisonnées ou de l'arsenic toxique. Celui qui reste dans un état passif dans une pièce pleine de personnes envieuses, haineuses, désordonnées ou contrôlantes, absorbe d'elles un élément de pensées empoisonnées, chargé de maladies et de forces destructrices. Un élément infiniment plus dangereux qu'une substance chimique toxique, car ses effets sont plus insidieux et mystérieux, se manifestant souvent des jours après et attribués à tort à d'autres causes. Probablement n'a-t-on jamais autant haï qu'aujourd'hui. La haine ne se limite pas aux castes et aux étés. Elle n'est pas seulement verticale et horizontale, mais aussi diagonale. Les peuples haïssent patriotiquement. De parti en parti et parmi les masses circulent comme de petites varices dans le corps de l'humanité. Les innombrables haines privées de cœur à cœur. Pendant les repas, il est nécessaire d'être particulièrement passif. Celui qui ingère de la nourriture, c'est-à-dire de la matière pour la préservation de son corps, devrait le faire dans un état d'esprit calme, équilibré et joyeux. Manger et se plaindre, discuter ou faire des affaires signifie être actif au moment où nous devrions être dans un état d'absolue négativité. Que ces plaintes ou discussions aient lieu à voix haute ou seulement dans les pensées n'a pas d'importance. C'est aussi nuisible quand une personne qui nourrit cet état d'esprit négatif est présente à la même table contre lequel on devrait se défendre intérieurement mais tolérer extérieurement, ce qui nécessite une bonne quantité d'énergie. Cependant, être positif en soi, partager simplement la table avec des personnes qui vivent dans la pure sympathie. Quand toutes les personnes partageant un espace se sont unies pour transmettre la même pensée, tout l'espace se remplit ou se charge de cet éther hautement spirituel. Si cette pensée se rapporte au pouvoir et à l'aide, elle prévaudra dans l'espace et, comme un fluide, sera transmise à la personne suivante qui entrera dans cet espace, lui donnant force et aide. Si des centaines ou des milliers de personnes se précipitent vers ce sanatorium ou ce sanctuaire avec le même esprit, chacune d'entre elles laissera sa part de force et d'aide. Au fil du temps, cet espace deviendra un puissant accumulateur de spiritualité, à condition qu'il ne soit pas utilisé à d'autres fins et que l'accès à des pensées basses, mondaines ou égoïstes soit empêché. La force accumulée dans cet espace aidera à guérir ceux qui sont malades et qui s'y sont tournés avec foi, renforcera ceux à la volonté faible, élèvera ceux qui sont déprimés, comme si des rayons invisibles les soutenaient.
Cependant, personne ne devrait rester dans cet endroit pendant plus que quelques minutes pour éviter que la fatigue ou les pensées basses s'accumulent là-bas. Nous avons tous un besoin vital d'un compagnon avec qui nous pouvons être naturels. Nous avons besoin d'au moins une personne avec qui nous pouvons vivre nos humeurs et nos sentiments, devant laquelle nous pouvons enlever le masque et ne pas toujours être sur nos gardes. Nous avons besoin de moments où nous n'avons pas à peser nos mots pour dire quelque chose d'intelligent et de correct à tout moment, c'est-à-dire de devoir maintenir notre arc psychique tendu quand il devrait être détendu. Parfois, nous avons besoin du privilège et de la liberté de pouvoir être banal, de dire des bêtises sans craindre qu'on se moque de nous ou qu'on nous regarde avec des visages longs. L'art d'oublier dans chaque vie, même dans la plus heureuse, il y a des milliers de choses, d'événements et de scènes qu'il vaudrait mieux oublier, même les souvenirs heureux, car même le bonheur devient fade. Même le niveau des amis devrait pouvoir augmenter chaque année, et demain devrait être plus excitant qu'hier. Celui qui oublie crée de l'espace pour de nouvelles pensées et donc pour une nouvelle vie. Celui qui s'enferme hermétiquement dans le bonheur présent ou passé finira lui aussi vieux et gris même avec lui. Oublier ne signifie pas une annihilation totale, chose qui serait autrement impossible, car nous ne sommes que la somme de nos expériences. Chaque scène, chaque odeur, chaque mot et chaque foi sont des composantes organiques intégrées dans notre moi, même si de manière confuse, souterraine et invisible, mais toujours prête à réapparaître sur le seuil de la porte par une série de lois associatives mystérieuses. Cependant, il est conseillé de ne pas laisser certains groupes de souvenirs égoïstes et maniaques franchir cette porte. Une expérience correcte est celle que nous avons oubliée. Celui qui souhaite avancer victorieusement droit vers la perfection ne doit pas oublier d'équilibrer à l'avance la charge que son véhicule porte. Il y a des gens qui revivent souvent en esprit d'anciennes batailles contre leurs adversaires. Et il est indéniable que ces anciennes batailles spirituelles dans le domaine de l'esprit finissent toujours bien, c'est-à-dire par la défaite inconditionnelle de l'ennemi imaginaire. Ici, une histoire continue se tisse, infiniment riche de variantes agréables qui culminent en une délicieuse conclusion avec le chien tremblant, la queue enroulée et défait de la tête aux pieds, prosterné devant notre imposant résumé de toute sa méchanceté. Celui qui croit que cela n'a plus de pertinence, que c'est simplement une punition innocente et bon marché pour ceux qui étaient sur la mauvaise voie, se trompe gravement, car ce jeu est l'un des plus grands luxes qu'un être humain puisse se permettre. Cela coûte la vie. Celui qui le pratique entre dans un nuage de poison cadavérique, est hypnotisé dans une vie fictive désormais décomposée, se sacrifiant pour un triomphe imaginaire dans le passé et pour un triomphe réel dans le futur. Celui qui pratique la vengeance est quelqu'un qui agit au nom du passé, c'est-à-dire avec une énergie mal orientée de 180 degrés. Personne qui se nourrit de pensées périmées, les excréments de ses égos périmés, ne peut maintenir son corps frais et beau. Les nouvelles impulsions, le jeune futur, seront emprisonnés dans les cellules glissantes de l'âme. Chair, os, moelle et sang sont devenus une armure rigide, un esprit mort. Le poids de cette croûte qui croît sans cesse nous mène à un état de faiblesse et de lamentation. Seuls ceux qui parviennent à se libérer de leur armure usée et avancent vers le nouveau, avec chaque pensée jeune, réussiront à rajeunir leur vie, et ces pensées se matérialiseront également dans le nouveau corps qui leur revient. Pouvoir mourir chaque jour signifie que tout pensée passée appartient déjà au monde des morts. Les esprits qui grandissent sains à la fin de chaque jour se débarrassent à jamais d'une partie d'eux-mêmes. Simplement, ils ont vécu pleinement. Continuer à utiliser les pensées du passé est nuisible. La substance psychique doit être expulsée de la même manière que l'épiderme se libère quotidiennement de cellules innombrables. Sinon, la respiration, la circulation, la nutrition et tout le reste de la peau en souffriraient. Les personnes qui réussissent à augmenter constamment le renouvellement de leurs pensées en une seule journée sont capables de vivre des mondes entiers. Pour elles, le bonheur dépend pratiquement pas du lieu et des circonstances dans lesquelles elles se trouvent, elles peuvent l'attirer même en prison. Alors que ceux qui sont prisonniers de leurs vieilles idées pourrissent en vivant dans un palais, c'est un chemin vers une indépendance presque totale de la dimension physique et l'indépendance c'est le pouvoir. Tant que nous dépendons, dans la mesure où nous le faisons,
d'une autre personne, d'une nourriture, d'une drogue ou d'un stimulant, nous resterons esclaves. La seule libération des prisons de la misère matérielle et spirituelle est d'avoir la capacité de créer constamment de nouvelles pensées. Mais même les idées les plus vives, joyeuses et fécondes doivent disparaître temporairement de notre mémoire, afin qu'une entreprise, une étude ou une compétence puisse connaître le succès maximal possible. Il est nécessaire que chaque jour, à un certain moment, nous oublions complètement cette entreprise, cette science ou cet art qui nous occupe, sinon nous confondrons le chemin avec l'objectif. En se concentrant sur le chemin, ce qui ne devrait jamais arriver, car sur cette voie mystérieuse, pleine de surprises, nous sommes aveugles et nous nous heurtons maniaquement à une impasse. Parfois, il nous semble que nous ne progressons pas, mais la vérité est que les circonstances attendent simplement que notre compréhension s'éclaircisse suffisamment. Celui qui entreprend quelque chose avec un grand et précieux objectif, et après avoir fait tout ce qui est en son pouvoir, continue de rencontrer des obstacles et des contretemps inexplicables, devrait immédiatement cesser de faire tout ce qui va au-delà de ce qui est strictement nécessaire. Il vaut mieux demander avec insistance à son propre esprit de cesser d'obséder sur la question et de faire confiance exclusivement à la force mystérieuse et secrète qui se cache derrière toutes les choses authentiques. Dormir et manger seul, et s'amuser, si l'on sait avoir fait tout ce qu'on pouvait faire, devrait se débrancher et cesser de rien faire. L'esprit et l'état d'esprit prédominant modèlent l'abdomen et les extrémités, nous rendent désagréables ou agréables, attirants ou répulsifs aux yeux des autres, et ce qui est plus important, à nos propres yeux. Ils modèlent nos gestes, nos mouvements, et notre façon de marcher. La moindre vibration d'un muscle est due à un état d'esprit, ou à une pensée spécifique. Un esprit déterminé marche toujours d'un pas assuré, tandis que les esprits incertains traînent les pieds et vacillent. La détermination étire chaque muscle et le remplit d'un fluide merveilleux et revigorant, surtout lorsque cette détermination est dirigée vers un objectif avantageux non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. L'égoïsme qui intègre le bien-être des autres dans ses actions est un égoïsme sage, car dans l'esprit, nous formons tous une unité où circulent d'autres courants revigorants et vitalisants qui promeuvent ce qui est bon pour beaucoup. Dans ces courants revigorants et vitalisants qui viennent de l'invisible partout, même notre petite barque égoïste navigue vers sa réalisation. Nous sommes tous membres d'un grand corps, d'innombrables nerfs invisibles parcourent l'espace d'être en être. Chaque mauvaise pensée est une pulsation qui traverse d'innombrables êtres, mais pour favoriser les processus fertiles d'interconnexion de pensée entre nous et les autres, il est nécessaire de les conserver de telle sorte qu'elles soient toujours fraîches et chimiquement efficaces. Et cela ne s'obtient qu'avec l'art de l'oubli, qui n'est rien d'autre que la capacité d'évacuer correctement les substances consommées ou décomposées. Apprendre à oublier quelque chose est aussi important qu'apprendre à se souvenir de quelque chose. La vieillesse a tendance à nous faire voir les choses telles qu'elles étaient il y a 50 ans. Les événements et les personnes nous réveillent toujours les mêmes associations d'idées, donc la même histoire se répète des centaines de fois. Un cerveau ainsi ne peut pas se nourrir de nouvelles idées, car il cherche à vivre dans le passé. Décadence et mort en sont les conséquences. Lentement, l'esprit perd son pouvoir sur l'organisme, la mémoire et les sens commencent à vaciller, les membres tremblent, la chair se dessèche. Des symptômes que le psyché, par manque de sa nourriture quotidienne, c'est-à-dire de nouvelles pensées, perd sa domination sur le corps. Pour vraiment vivre, pour augmenter notre force spirituelle et corporelle avec l'âge, pour traverser chaque phase de notre existence avec un charme toujours croissant, et pour vaincre notre dernier grand adversaire, la mort, il est nécessaire de maintenir en permanence le processus d'évacuation des vieilles pensées. L'ennui est une maladie, ne pas savoir quoi faire de nous-mêmes, s'asseoir à régner en permanence sur les excréments de nos pensées, jusqu'à ce que, en nous empoisonnant, tout semble consommé et fade. Essayer de tuer le temps, c'est essayer de tuer la vie. Celui qui y réussit perd temporairement le lien avec la grande source, le contact avec la conscience infinie. C'est la pire maladie qui existe. Attends tranquillement le succès. Celui qui est prêt à prendre la responsabilité réussira. Celui qui n'est pas prêt à le faire sera un pion mal rémunéré de ceux qui ont le courage de l'assumer. Oser,
même dans la fantaisie, diriger une grande entreprise et gérer de grosses sommes d'argent. Osez en silence, dans une petite pièce de votre esprit. Évitez que quelqu'un se moque de vous, que l'on vous voit toujours en bas de l'échelle et trop bon marché. Pratiquez l'art d'attendre le succès avec calme. C'est la méthode la plus efficace et la plus fructueuse au monde pour investir la force de vos pensées. Prévoir les malheurs, prévoir les obstacles, s'obséder avec les difficultés possibles est le moyen le plus sûr de tomber dans la ruine et la pauvreté. La responsabilité n'implique pas nécessairement l'inquiétude, la colère, le souci ou l'irritabilité. La culture de l'esprit qui nous apprend à ne pas nous soucier des choses qui ne sont pas encore arrivées ne nous permet pas d'avoir des pensées sur la responsabilité tant que ce n'est pas nécessaire ou avantageux. Nous devrions souvent parler de nos plans grands et importants, mais seulement avec des personnes ayant des intérêts et des objectifs similaires. Ces conversations devraient se répéter à intervalles réguliers, de préférence à la même heure et au même endroit, c'est-à-dire pas partout, dans un restaurant, dans la rue ou dans un train, car elles perdent de leur force et révèlent des secrets, même quand il n'y a pas d'espions autour, comme le dit le proverbe. Les murs ont des oreilles. Dans les endroits bondés, dans n'importe quelle pièce qui n'émane pas de paix, il y a toujours un agent invisible, rusé et voleur, prêt à voler des secrets pour les vendre à un cerveau étranger. Cette atmosphère propice à la réflexion profonde et à l'échange d'idées éclairées se transformera en un véritable sanctuaire intellectuel. Les murs de cette pièce deviendront les témoins silencieux de conversations enrichissantes, de rires partagés et de moments de compréhension mutuelle. Les meubles eux-mêmes porteront l'empreinte des heures passées à développer des idées novatrices, à résoudre des problèmes complexes et à tisser des liens intellectuels et émotionnels. Au fil du temps, cette pièce deviendra non seulement un refuge pour la pensée créative, mais également un lieu empreint de sagesse accumulée au fil des discussions. Les étagères se garniront de livres choisis avec soin, témoins de la quête constante de savoir et de la recherche de nouvelles perspectives. Les images accrochées au mur raconteront des histoires visuelles, capturant des moments d'inspiration et de découverte partagés dans cet espace privilégié. En créant une telle enclave dédiée aux échanges intellectuels et aux pensées bienveillantes, on érige un pilier solide pour la croissance personnelle et collective. Les individus qui fréquenteront cet endroit seront naturellement attirés par l'ambiance stimulante qui s'y est développée au fil du temps. Les idées, stimulées par l'énergie positive accumulée, prendront leur envol et s'épanouiront, alimentant ainsi un cycle vertueux d'inspiration et de création. Cette pièce deviendra un lieu où les limites de l'imagination sont repoussées, où les rêves prennent forme et où les projets les plus audacieux prennent vie. Les conversations intimes qui s'y déroulent contribueront à forger des liens indissolubles entre les participants, créant une communauté d'esprits curieux et visionnaires. Ainsi, cette pièce ne sera pas seulement un espace physique, mais un écosystème dynamique de pensées florissantes et de relations intellectuelles. En investissant du temps et de l'énergie dans la création et le maintien de cet espace dédié, on cultive un terrain fertile pour l'épanouissement intellectuel et la réalisation de projets ambitieux. Les fruits de ces efforts seront récoltés au fil du temps, manifestant le pouvoir transformateur d'un lieu délibérément préservé pour les échanges stimulants et les idées prometteuses. En fin de compte, cette pièce deviendra un témoignage tangible de la capacité humaine à cultiver un environnement propice à la créativité et à la croissance, réaffirmant ainsi la valeur inestimable de la recherche constante de connaissances et d'expériences intellectuelles. Cette sagesse intemporelle sur la puissance des conversations intimes trouve une nouvelle dimension lorsqu'on explore les nuances de la gestion émotionnelle dans cet espace réservé. La pièce, initialement conçue pour être un sanctuaire de pensée bienveillante, devient une arène délicate où l'équilibre émotionnel est crucial. Si les échanges se teintent de colère, ou si l'agitation intérieure d'une personne se manifeste, les murs résonneront de cette énergie discordante, générant une force néfaste qui peut se propager insidieusement dans tous les aspects de la vie. Apprendre à maintenir un équilibre émotionnel devient donc une compétence essentielle dans cette pièce dédiée. Le secret, tel un trésor délicat, acquiert une force magnétique considérable lorsqu'il est gardé avec la sérénité nécessaire.
Les murs, bien qu'ayant des oreilles, deviennent des gardiens silencieux d'une confiance bien placée. En comprenant la valeur du secret, on réalise que la retenue émotionnelle n'est pas seulement un acte de préservation personnelle, mais aussi un acte altruiste envers l'harmonie collective. L'idée de la pièce comme un lieu de détente émotionnelle prend alors tout son sens. L'énergie positive qui émane des conversations agréables et sereines agit comme un bouclier, repoussant les forces néfastes qui pourraient autrement se manifester. L'importance de maintenir cette atmosphère saine devient cruciale, non seulement pour les individus présents, mais aussi pour l'influence qu'elle peut avoir sur le monde extérieur. En déployant une maîtrise émotionnelle, la pièce devient un phare de stabilité, résistant aux tempêtes émotionnelles qui peuvent surgir à l'extérieur de ces murs. Quant à la notion de garder un secret, elle évolue en une leçon de discernement et de patience. Libérer un secret dans l'éther peut sembler contre-intuitif, mais c'est peut-être le moyen le plus efficace de le préserver. Laisser le secret s'évanouir dans la conscience, le laisser reposer dans les méandres du subconscient, c'est créer une barrière naturelle contre les rumeurs insidieuses qui pourraient se propager. La résilience d'un secret repose souvent sur la capacité à le laisser se fondre dans l'ombre, ne le rappelant que lorsque la nécessité absolue l'exige. En somme, cette pièce réservée aux conversations intimes devient un laboratoire émotionnel, mettant en lumière la délicate danse entre les pensées bienveillantes et la maîtrise émotionnelle. C'est un rappel que la véritable puissance de cet espace réside non seulement dans les idées échangées, mais aussi dans la qualité émotionnelle qui imprègne ces échanges. Ne jouez pas avec lui, même dans vos pensées, car tout ce que vous pensez, vous le mettez en pratique et le placez temporairement hors de vous, dans une substance accessible à tous, d'où il pourrait être atteint par un cerveau étranger sous forme de prémonition ou de soupçons volatiles, qui, grâce à votre répétition continue, finit par mûrir là jusqu'à devenir une certitude absolue. Un exemple en sont les personnes qui affirment avec insistance que 2 personnes ont eu des relations sexuelles bien avant qu'elles ne se produisent. Chaque grand succès a été gardé secret. Sinon, il aurait éveillé l'envie, consciente ou inconsciente, qui, une fois entrevue la direction, déploie ses forces pour l'empêcher. Des milliers de personnes ont vu leur destin ruiné en parlant ouvertement au mauvais moment ou au mauvais endroit. Si vous ne savez pas comment procéder dans une situation donnée, une entreprise ou une affaire, attendez simplement, arrêtez de vous tourmenter. Cela ne fera que renforcer votre volonté et votre objectif. De cette manière, vous ne recueillerez que si vous accumulez les forces qui proviennent de toutes parts, qui peuvent se manifester sous forme d'intuition, d'inspiration, de coïncidence ou d'opportunité. Pendant cette attente, vous n'êtes pas immobile, mais au contraire, vos aspirations vous guideront mentalement vers l'intuition, vers l'opportunité dont vous avez besoin. Appendice, certaines maximes vous seront données dans la mesure où vous les avez données. Ne jamais apprendre à ton enfant à se mépriser. S'il s'habitue à se sentir ainsi, les autres s'habitueront à le mépriser. Dès l'enfance et jusqu'à l'âge adulte, apprends seulement à ton enfant à rêver et à attendre le succès. L'attente prolongée de ce succès crée les conditions, les moyens et les voies pour l'atteindre. Peu importe avec qui nous interagissons professionnellement ou commercialement, nous devons être prudents avant de partager nos heures de loisirs avec certaines personnes. Le juste milieu passe généralement par le sable. Les parents qui se soucient de nous travaillent généralement à notre ruine. Ne jamais attendre la maladie ou la douleur pour demain. Quelle que soit la maladie ou la douleur que tu as endurée aujourd'hui, attends seulement la force pour demain. Regarde les choses d'un regard clair et apprends à survoler quotidiennement tes plans, tes croyances et les objectifs de la veille. Au lieu de nous abattre lorsque nous découvrons des erreurs jusqu'ici cachées, nous devrions nous réjouir de leur cause, tout comme le marin se réjouit d'avoir trouvé la brèche qui aurait autrement fait couler son navire. Beaucoup dépend de la personne avec qui nous partageons nos heures de loisirs, car d'elle proviennent des éléments qui peuvent signifier la vie ou la mort, le courage ou la lâcheté, la lucidité ou l'impuissance. La dynamique complexe de l'estime de soi et son impact sur la perception extérieure se révèle comme un véritable jeu de miroirs sociaux. Une personne avec une faible estime d'elle-même peut être enveloppée dans une aura invisible de doutes et d'inquiétudes,
parfois éclipsant ses qualités et ses compétences réelles. Cette réalité souligne l'importance de la compréhension empathique dans nos interactions sociales. Il devient crucial de ne pas juger rapidement, mais plutôt de chercher à comprendre les différentes couches de complexité qui composent chaque individu. La comparaison avec le médecin offre une métaphore frappante. Le praticien de la médecine, bien qu'expert dans le diagnostic des maux, peut demeurer étranger à l'état de santé optimal. De même, ceux qui sont immergés dans des cercles où la confiance en soi est fragile peuvent manquer la richesse des relations humaines équilibrées et positives. Cette analogie souligne l'importance de diversifier nos expériences et interactions pour obtenir une perspective holistique sur la vie. Chaque pensée, comme le souligne le texte, est une brique dans la construction de notre destinée. Les pensées négatives peuvent former des barrières qui entravent notre progression, tandis que les pensées positives peuvent ouvrir des portes vers des possibilités inexplorées. Il est essentiel de reconnaître le pouvoir de nos pensées dans la création de notre réalité, et par conséquent, de cultiver un état d'esprit positif et constructif. Le texte invite à réfléchir sur la responsabilité que nous avons envers nos pensées. Choisir consciemment des pensées qui construisent, plutôt que qui détruisent, peut être le fondement d'une vie épanouissante. La conscience de la façon dont nos pensées influencent notre perception du monde et notre propre destinée devient un catalyseur pour des choix plus éclairés et des actions plus intentionnelles. Ainsi, chaque instant devient une opportunité de jeter une nouvelle brique dans la construction de notre destinée. Que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, nos pensées façonnent le monde dans lequel nous évoluons. En cultivant la compréhension, en embrassant la diversité des expériences et en choisissant des pensées positives, nous devenons les architectes conscients de notre propre destinée, contribuant à la création d'un édifice de vie qui reflète notre vision la plus profonde et éclairée. Il est essentiel de comprendre que chacun est le gardien de son propre être, et laisser les autres dicter notre essence revient à abandonner le gouvernail de notre vie. L'idée que des individus prudents, toujours sur le qui-vive, pourraient être piégés dans le labyrinthe de l'anticipation constante des difficultés souligne le paradoxe de la prudence excessive. En essayant d'éviter les obstacles, on peut finir par les attirer involontairement. L'anticipation incessante crée une tension constante, et cette tension peut devenir une réalité auto-réalisatrice. L'appel à l'imagination comme point de départ pour faire progresser toute entreprise offre une perspective rafraîchissante. L'imagination est le terrain fertile où les idées prennent racine avant de se manifester dans le monde réel. Refuser une possibilité simplement parce qu'elle semble difficile ou improbable revient à restreindre le pouvoir de l'imagination. Là où l'imagination est bridée, l'innovation est étouffée et le progrès stagne. Cultiver une mentalité ouverte et imaginative crée un espace où l'apparent impossible devient la matière première de nouvelles réalités. Affirmer que quelque chose est impossible simplement en raison de son apparence initiale revient à se priver des opportunités de croissance et d'apprentissage. Les défis, souvent dissimulés derrière une apparence insurmontable, sont souvent les marchepieds vers de nouveaux horizons. C'est dans la confrontation avec l'apparemment impossible que l'on découvre souvent des ressources intérieures insoupçonnées. La résilience se forge dans les moments où l'on ose défier les préjugés et s'aventurer dans l'inconnu. Cultiver une mentalité d'ouverture face à l'impossible n'est pas une invitation à l'irréalisme, mais plutôt à la créativité et à la flexibilité. En reconnaissant que la perception de l'impossibilité est souvent limitée par notre compréhension actuelle, on ouvre la porte à l'innovation et à la découverte. C'est dans ces moments où l'on refuse de se laisser guider par des jugements superficiels que l'on transcende les limites et que l'on donne vie à des possibilités inattendues. Ainsi, rejeter l'idée de quelque chose simplement parce qu'elle semble improbable est une manifestation de la malheureuse habitude du refus. C'est une entrave à l'évolution personnelle et à la croissance collective. En embrassant l'imagination, en faisant preuve de courage face à l'apparent impossible, on libère un potentiel créatif infini, transformant ainsi les obstacles en opportunités et contribuant à une existence plus riche et épanouissante. Lorsque des projets d'envergure émergent, il devient crucial de les partager avec des esprits qui partagent des objectifs et des intérêts similaires.
La synergie qui découle de telles discussions crée une atmosphère où l'énergie créative peut s'épanouir. Les idées fusionnent, se nourrissent mutuellement, et les perspectives divergentes convergent vers une vision commune. Cette collaboration sélective n'est pas un acte d'exclusion, mais plutôt une reconnaissance de l'importance d'une résonance mutuelle pour nourrir la croissance et la réalisation des projets significatifs. La concentration sur un objectif, souvent considéré comme une forme éclairée d'égoïsme, émerge comme un principe sage. Cette focalisation intense sur un but précis agit comme un catalyseur, mobilisant non seulement l'esprit, mais aussi chaque fibre du corps. La détermination, telle une force magnétique, aligne toutes les ressources internes vers une trajectoire spécifique. Chaque muscle, chaque pensée devient une contribution délibérée à la réalisation de l'objectif, créant une résonance puissante entre l'intention et l'action. Cette détermination, loin d'être une force austère, infuse une vitalité vivifiante dans le corps et l'esprit. C'est un fluide dynamique qui alimente chaque étape du parcours, transformant les obstacles en opportunités et les défis en catalyseurs de croissance. Le résultat n'est pas simplement une réalisation externe, mais aussi une transformation interne, une métamorphose nourrie par la persévérance et l'engagement envers un idéal, le rappel selon lequel nourrir son esprit de pensées obsolètes entrave la capacité à maintenir un corps frais et beau, offre une métaphore puissante. Les pensées obsolètes, comme des bagages inutiles, peuvent peser lourdement sur le présent, obstruant le flux d'idées novatrices et limitant la beauté intérieure. Se libérer de ces pensées désuètes nécessite un acte conscient de purification mentale, une démarche pour éliminer le superflu et créer de l'espace pour la croissance. En somme, ces principes évoquent une approche holistique envers la poursuite de grands projets. C'est une danse subtile entre la collaboration sélective, la concentration intense sur les objectifs et le nettoyage régulier des pensées obsolètes. En adoptant cette perspective, on construit non seulement des réalisations tangibles, mais aussi un parcours intérieur riche en vitalité, en beauté et en épanouissement. Ainsi, chaque projet devient une manifestation d'une sagesse éclairée et d'une détermination résolue. La peur n'est rien d'autre qu'un autre nom pour l'incapacité à contrôler l'émergence de nouvelles pensées. Seules les personnes qui vivent dans la plus pure sympathie sont dignes de partager la table. Le courage est comme un nuage magnétique que rien ne peut traverser. 60 secondes de rêve sont 60 secondes de paix vivante pour le corps et l'âme, mais j'ai passé de bons moments et je prétends en passer de bien meilleurs. Les liens familiaux sont une somme de tyrannie inconsciente. Les personnes qui voyagent beaucoup et voient continuellement de nouveaux endroits et de nouvelles personnes sont caractérisées par un certain degré de vitalité que n'ont pas les personnes vivant au même endroit année après année. La vie contemplative et créative. N'aie pas peur de t'amuser. Le paradis sur terre se crée en adoptant la bonne attitude envers les petites choses de la vie quotidienne. Il est sain de s'entourer d'objets colorés. Ce qui plaît aux yeux rafraîchit l'esprit, et ce qui rafraîchit l'esprit rafraîchit le corps. Lorsque tu penses à des choses brillantes, tu attireras à toi des choses brillantes. Chaque pensée d'envie ou de haine te reviendra comme un boomerang.